7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Et pour cette table ronde, nous sommes en présence du député RN de la 5e circonscription de l'Aisne, Jocelyn de Signy. Bonjour. Bonjour. Avec Aurélie Assouline qui nous rejoindra peut-être dans un instant, élue LR dans le 17e arrondissement de Paris, présidente du collectif du 7 octobre, et Fabrice Hakoun qui nous rejoindra aussi. Il y a quelques retards ce matin. Essayiste, auteur de Rallumons les lumières pour sortir la France de l'obscurité et entrepreneur du numérique. Puis nous sommes avec Jordan Florentin, voilà, qui ne quitte plus le studio. Non, mais parce que justement, le principe d'une table ronde, c'est que nous soyons plusieurs et pour l'instant, eh bien, nous sommes 2, 3. Je reste là. On va commencer avec vous, Jocelyn de Signy. Un état d'urgence en Nouvelle-Calédonie a été décrété. C'est ce qu'a annoncé Gabriel Attal. Déjà 5 morts dans les émeutes, des barricades levées sur les grands axes, des milices, des magasins pillés, des maisons brûlées, l'armée déployée. Jocelyn de Signy, vous vous attendiez à de tels événements après le vote de cette loi constitutionnelle ? De là dire qu'on s'y attendait, c'est une grande chose. Maintenant, je pense qu'il y a un manque d'anticipation de la part du gouvernement qui souffle sur les braises et continuellement, qui oppose les Français continuellement les uns aux autres. Et je pense que cette situation, effectivement, aurait pu être décalée. Ce vote aurait pu être décalé dans le temps, de manière à ce qu'il puisse y avoir un débat apaisé et que chaque parti puisse s'exprimer dans le calme et dans la tempérance. Et là, effectivement, ça n'a pas été du tout le cas. On est dans une situation qui est explosive, des usines qui brûlent les unes après les autres. On a un gendarme qui, je rends hommage également, qui a été abattu dessus, assassiné hier. Une situation de guerre civile. Et vraiment, c'est, je pense, un grand manque d'anticipation et je pense qu'effectivement, M. Darmanin, sur ce coup-là, comme sur d'autres, n'est pas à la hauteur de la situation. Jordan Florentin. Oui, monsieur le député, bonjour. Je voudrais vous poser une question. Je me demandais quelle était la position véritablement de Jordan Bardella et de Marine Le Pen sur ces sujets qui sont assez sensibles là-bas, puisque vous savez qu'il y a cette question du terme de colonisation qui est employé, d'une métropole qui coloniserait un peuple qui n'aurait plus ce droit à disposer de lui-même, ce qu'on défend pour nous, Français de métropole. Si nous étions colonisés, nous nous défendrions. Je me demandais quelle était la vision de Marine Le Pen là-dessus. Est-elle d'accord qu'il y ait une colonisation et donc, de fait, souhaite-t-elle la maintenir? Ou est-ce que vous comprenez le droit la volonté des Kanaks de disposer d'eux-mêmes et de ne pas vouloir se voir disparaître? Et je pense qu'il faudra poser directement la question à Marine Le Pen et à Jordan Bardella pour avoir leur position. Je ne suis pas dans leur tête et je ne peux pas répondre à leur place. Donc voilà, ce sont des Français qui s'opposent à des Français, c'est ce que je vois. Les Kanaks et les loyalistes et les indépendantistes sont tous Français et tout le monde a le droit de s'exprimer dans les urnes. Après, pour des raisons que vous comprendrez, je ne vais pas prendre la parole pour Marine Le Pen ni pour Jordan Bardella, je vous laisserai les interroger. Fabrice Hakoun, bienvenue dans notre matinale. On va juste demander d'activer Voilà, super. Fabrice Hakoun, la France Insoumise appelle le gouvernement à renoncer à ce projet de loi et à envoyer une mission du dialogue en Nouvelle-Calédonie pour retrouver la voie de la paix civile. Qu'est-ce que vous pensez de cette demande ? Je suis déjà très étonné que la France Insoumise appelle à la paix civile, puisque le chaos est sa marque de fabrique depuis toujours. Et puis je suis surtout très étonné de la prise de position. La France Insoumise et l'extrême gauche en général est toujours très favorable à l'extension des droits civiques, des droits citoyens, par exemple en France, aux gens issus de l'immigration. Et là, tout d'un coup, ils sont à l'opposé. Ils refusent des droits élémentaires, ceux de voter en fait à des élections locales, à des Français. Donc je suis extrêmement surpris. Alors, est-ce qu'on peut même considérer aujourd'hui, la question est assez radicale, que la Nouvelle-Calédonie, comme Mayotte, dans un autre genre, font partie des territoires oubliés, voire perdus de la République? Oui, et justement, je voudrais apporter une autre aussi contradiction sur la France insoumise, qui est celle de Jean-Luc Mélenchon, qui est l'homme qui défend toujours en campagne présidentielle la force ultramaritime de la France, la France des océans, du large, et qui en fait est prêt ici
à perdre finalement un territoire ultramarin qui est profitable pour nous. Vous savez qu'il y a la question du nickel à exploiter en terre calédonienne, et il est prêt finalement à laisser cette terre demain, à ce que les Kanaks demain parlent chinois, parce que clairement derrière il y a des forces telles que l'Azerbaïdjan et la Chine qui pourraient très bien récupérer ces terres. Et puis demain, si on laisse, parce que c'est là toute la question de la décolonisation et de l'indépendance totale de la Nouvelle-Calédonie, c'est si nous accordions cela, nous métropoles, au peuple kanak, très bien. Qu'est-ce qui nous garantit demain que la Corse, la Bretagne et les Antilles ne disent pas nous aussi on souhaite notre indépendance. Donc je trouve qu'il y a une forme d'hypocrisie et de contradiction chez Jean-Luc Mélenchon de vouloir à chaque fois défendre les territoires ultramarins, mais de les laisser à la Chine, à l'Azerbaïdjan, dès que l'occasion se présente. Alors je propose de poursuivre cette table ronde juste après le bulletin d'actualité. Il est quasiment 8h, Adèle Rosner. Ligne droite. Allez, venez, Milord, vous asseoir à ma table. Ici, c'est confortable. La table ronde. Jordan Florentin, on parle de racisme anti-blanc en Nouvelle-Calédonie. Oui, et ce sont les Calédoniens eux-mêmes qui en témoignent. La première étant Sonia Battiès, la présidente de la province sud, ancienne secrétaire d'État, dont le père a vu sa maison vandalisée, brûlée. Elle affirme que cela s'est produit parce que son père est blanc. Mais pire que ça, vous avez le président du congrès, donc de culture kanak, qui avait affirmé il n'y a pas très longtemps au Sénat en métropole que le seuil de tolérance des Blancs était déjà atteint. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait déjà trop de Blancs dans les administrations, dans les pouvoirs en Calédonie. Et puis le témoignage aussi que j'ai pu recueillir d'un habitant de Nouméa depuis 1984 qui a une agence immobilière et qui disait en fait je suis obligé de dormir à 22h hier soir, il entendait encore des coups de feu, il dort dans son agence pour éviter qu'elle ne brûle. Il disait j'ai l'impression qu'on vit, qu'on est des Africains qui voulons, on subit en fait un espèce d'anti-colonialisme, on se fait traiter de blancs, de colons, voilà, donc c'est toute cette batterie d'insultes et d'injures que reçoivent les colons comme on les appelle et les blancs, c'est pour ça qu'il y a aujourd'hui déjà eu des morts. Et quand on vise aussi les gendarmes et la tenue de l'État, quand on vise l'uniforme, c'est aussi une forme de racisme anti-blanc, anti-État, anti-France. Alors on continuera de suivre évidemment cette actualité. Je propose d'évoquer un deuxième sujet, l'attaque du fourgon. 2 agents d'administration pénitentiaire ont été tués au péage d'Inkerville mardi dans l'Eure lors de l'attaque de leur fourgon qui transportait entre Évreux et Rouen un détenu, Mohamed Amra, qui est toujours recherché. Les collègues de ces 2 victimes réclament plus de moyens matériels notamment. Jocelyn Designy et François-Xavier Bellamy a écrit sur X « Un gardien ne doit plus avoir à gérer une extraction armée d'un simple sifflet. L'État est en train de perdre la guerre ». A-t-il également déclaré « C'était inévitable ce qui s'est passé à Inkerville ». Je ne dirais pas que c'était inévitable. Je pense qu'il y a effectivement fondamentalement un grand problème aujourd'hui en France au niveau pénitentiaire, de moyens humains, de moyens financiers mis à disposition des agents. J'ai participé l'année dernière à la commission d'enquête sur le dysfonctionnement de la maison centrale d'Arles dans le cadre de la mort d'Ivan Colonna. Et on a pu noter un certain nombre de défaillances de l'État au niveau pénitentiaire, notamment en termes de formation, d'équipement. Et je pense que voilà, ça fait des années que les gardiens tirent la sonnette d'alarme en disant attention, on est en difficulté, on va avoir des problèmes. Il y a également une montée en puissance de la violence de la part des détenus la surpopulation carcérale fait qu'ils sont de plus en plus nombreux et que les gardiens, eux, sont souvent sous-effectifs, ce qui pose de réels problèmes. Donc, il y a une revalorisation il y a besoin d'une revalorisation du métier, d'augmenter les moyens financiers et techniques des agents afin qu'ils puissent travailler enfin dans des conditions correctes. Moi, j'ai visité la prison de Château-Thierry et de Lens sur mon département. Je peux vous dire que tous les gardiens nous appellent au secours et nous demandent des moyens, nous demandent des équipements, des formations, des moyens que ce soit humains ou techniques. Quand on a en face des personnes qui nous disent qu'il faut retirer les armes aux policiers, aux gardiens de prison, etc., on voit qu'il y a vraiment 2 mondes qui s'affrontent. Une partie du bloc politique qui défend les forces de l'ordre, qui défend les gardiens de prison, et l'autre qui défend systématiquement les criminels. Ça pose vraiment un problème fondamental au niveau de l'unité républicaine au sein de l'Assemblée notamment.
Fabrice Hakoun, on est arrivé à un niveau de violence extrême auquel l'administration pénitentiaire n'a su répondre que par une journée prison morte hier qui se poursuit aujourd'hui. Mais de façon générale, 2 policiers attaqués la semaine dernière, d'autres percutés volontairement par un automobiliste lors d'un refus d'obtempérer, 2 agents pénitentiaires exécutés, un gendarme tué en Nouvelle-Calédonie. Est-ce que l'État perd pied ? Ah oui, bien sûr. Oui, il y a une désagrégation totale de l'État. C'est l'objet de mon livre, hein. Donc Rallumons les lumières, pour sortir la France de l'obscurité, où je traite effectivement du sujet, du recul de l'État. On a une analyse en fait de la situation. Je pense que les politiques, alors pas tous, monsieur le député, mais une grande partie des politiques, en tout cas ceux qui nous gouvernent aujourd'hui et depuis des décennies, regardent le monde au travers d'un logiciel qui est plus le bon, en fait. Ouais. C'est-à-dire qu'on est dans un logiciel fin 19e, début 20e, avec une réalité qui était ce qu'elle était, mais qui n'est plus du tout celle d'aujourd'hui. Et on est entraîné dans une folie de droits de l'homiste, une folie, par exemple, des droits de la défense, au mépris des droits des victimes, typiquement. C'était bien il y a 2 siècles, quand effectivement il n'y avait aucun droit de la défense et qu'on s'est mis à en établir. Mais ça n'a plus de sens aujourd'hui. Donc il y a moi je pense qu'on peut parler de moyens, on peut dire ce qu'on veut, mais tant qu'il n'y aura pas une volonté politique. Vous savez, l'État en France, en réalité, est très fort. Donc en France, quand l'État veut, l'État peut. Donc dès lors que l'État ne fait pas, c'est que l'État ne veut pas. Donc il n'y a pas de volonté politique en réalité derrière tout ça. Donc tout est une question de volonté politique. Ah oui, absolument, je suis convaincu. Oui, tout à fait. Et j'en veux pour preuve le discours qu'a tenu le criminologue Xavier Hofer, qu'on a reçu chez Boulevard Voltaire il n'y a pas très longtemps, qui expliquait que si l'État voulait, il pouvait mettre fin au grand banditisme. Absolument. En fait, le grand banditisme n'a pas en réalité les armes dont dispose l'État. Mais pour compléter ce que disait le député, j'ai eu l'occasion d'accompagner hier François-Xavier Bellamy à la maison pénitentiaire de Fresnes, donc la prison de Fresnes, où les conditions sont absolument déplorables. En fait, vous avez 2 choses. Vous avez d'un côté un manque de moyens humains, techniques. Les conditions sont déplorables, c'est-à-dire vous avez 2200 agents pour 1600 places en prison. Vous avez des agents qui font 2200 heures par an, alors qu'ils sont censés en faire 1600. Parfois, c'est 40-50 heures sup par semaine. C'est des locaux où il y a des colis qui étaient envoyés par-dessus les murs. Je l'ai vu à la prison de la Santé, en peinture de Paris. Donc, en fait, vous avez cette situation. Et puis, en face, vous avez, pardon pour l'expression, mais des agents qui sont à poil devant des terroriste, en fait, il n'y a pas d'autre mot. Vous savez, on a l'impression d'être dans des séries telles que Gomorrah ou La Casa des Papel, quand vous voyez arriver une voiture blindée qui rentre, des voitures allemandes, surpuissantes, sont des Audi, des BM, face à des voitures dont les agents disent, en fait, on a des camions DHL de livraison. C'est ça qu'ils ont face aux voitures allemandes surpuissantes qui leur foncent dedans, et face aux armes longues qui leur tirent dessus. Eux ne sont pas cagoulés, c'est-à-dire qu'en fait, leurs visages sont connus, leurs voitures ne sont pas anonymisées, ils n'ont pas d'armes longues, ils n'ont rien pour se défendre d'autre que des sifflets et leurs petits pistolets. C'est improbable, en fait. Voilà, c'est des pistolets à eau face à des armes longues. Donc, en fait, on est complètement nus face à des assaillants qui, eux, nous mènent une guerre sans limite, et qui est tout simplement, comme vous le disiez, la guerre d'un narco-État dans l'État français contre notre puissance. Oui, la France est clairement en voie de sud-américanisation, c'est une évidence, on le voit partout. Il y a une submersion, par exemple, on en parle très peu, mais il y a une submersion de la cocaïne en France, aujourd'hui, par exemple, typiquement. Donc l'État est impuissant parce que l'État ne veut pas réagir, alors pour des raisons qu'on pourrait évoquer, mais je pense qu'il faudrait une émission à part entière pour cela. Bon, vous avez le temps, ceci dit. Non, mais la France en état de sud-américanisation, vous partagez ce sentiment, Jocelyn Dessigny ? Absolument, c'est exactement la situation dans laquelle notre pays est plongé aujourd'hui. On a une hausse de la criminalité et d'une ultra-violence, même aujourd'hui en périphérie des métropoles. J'habite à Villers-Cotterêts, dans une commune de 11 000 habitants, qui a toujours été un petit coin très calme, très vert au milieu de la forêt. Et aujourd'hui, on est sous les mêmes problèmes qu'on peut rencontrer en banlieue parisienne ou autre, à savoir des problèmes de trafic de drogue, à savoir des armes qui passent, à savoir de la prostitution. Tout ça, c'est arrivé très rapidement, depuis 3-4 ans, de manière assez importante. Et aujourd'hui, l'État, effectivement, je partage complètement ce qui a été dit auparavant, a les moyens techniques, humains, de faire face à ce problème. Mais il y a un manque de volonté politique, il y a une volonté de laisser faire. Alors, est-ce que c'est pour acheter la paix civile? Est-ce que c'est par peur qu'il y ait de la casse? Je ne pourrais pas répondre à la place du gouvernement. Mais effectivement, en France, on a la chance, moi je fais de la politique parce que je crois en la politique, et je crois que lorsqu'on a la volonté politique de faire changer les choses, on a la possibilité de le faire. C'est le cas de la France. On a la possibilité, vivement en 2027, qu'on puisse prendre les choses en main et revenir à un pays plus sûr.
Jordan Florentin. Oui, moi je vais juste très rapidement revenir sur l'idée quand on pose la question, est-ce qu'on est en voie de sud-américanisation? En fait, le fait de se poser la question, fait qu'on ralentit encore le processus d'action qu'on va mettre en face. Il faut partir du principe que nous sommes déjà, en fait, un pays de... Enfin, l'Europe est le premier importateur de cocaïne dans le monde. La France consomme du crack. Le crack est arrivé il y a 1 an à Marseille. Allez voir dans certains quartiers la situation est absolument déplorable. Donc en fait, il faut partir du principe que nous le sommes déjà. Les ports du Havre, les ports de Marseille, les ports de Rouen sont mais assaillis en fait par cette importation de ces drogues dures. Donc il faut déjà être dans l'optique que c'est déjà le cas. Sinon, on ne pourra pas y répondre et il y a urgence et effectivement je crois que c'est Thierry Zemmour qui le rappelait hier sur BFM TV, il y a plus de points de deal en France que de restaurants McDonald's et pourtant il y en a partout. Il y a plus de points de deal que de restaurants kebab en France, c'est vous dire, et chaque Français a au moins à 10 km de chez lui un point de deal. Voilà, donc la situation, elle est là, et on a face à nous le président, le directeur de la prison de Fresnes, hier, Jimmy Deliste, disait l'ennui, c'est que plus on se blinde, plus en face, ils répondront, et si on est avec des véhicules blindés, ils répondront avec des bazookas. Mais est-ce qu'on n'a pas un peu perdu la bataille, Pardon, je suis peut-être un peu pessimiste, mais on parle de volonté politique. De fait, ça fait des années, des décennies qu'on aurait dû appliquer cette volonté politique. Jocelyne Dessigny, vous êtes optimiste là-dessus, vous ? Absolument, je reste tout à fait optimiste. Je pense qu'avec un gouvernement qui a le courage d'agir, nous arriverons à faire reculer les trafics. Nous arriverons à faire reculer la criminalité. Comme je disais à Villers-Cotterêts, donc dans notre ville, on a vu il y a quelques années, naître un trafic de drogue. Avec le maire Franck Briffaut, nous avons toujours lutté contre. Moi, j'ai installé ma permanence ma permanence parlementaire au centre du point de deal pour faire pression sur le préfet afin qu'il mette en place les moyens de gendarmerie nécessaires. Sur 25 dealers qu'il y avait, il n'y en a plus que 5 ou 6. Alors, on ne résout pas le problème comme ça aujourd'hui parce qu'en fait, on le déplace à un autre point de deal. Mais si on a la volonté politique, on peut faire reculer. Et je pense que déjà, pour la population, c'est un grand signe. C'est un fait politique déjà important de dire qu'on est là en face, qu'on ne laissera pas faire et qu'on agira. Et quand on sera aux commandes, parce qu'il faut être aux commandes pour pouvoir établir vraiment, mettre en place les dispositifs nécessaires pour faire reculer définitivement ce trafic, nous le ferons. Mais ce trafic, on n'y viendra pas à bout simplement en France. Et là, pour le coup, c'est une question européenne avec les autres pays comme la Belgique, comme la Hollande, qui sont aujourd'hui face à cette criminalité, cette narcocriminalité, qui sont face à des véritables problèmes. On a vu la Belgique qui a voulu lancer une grande campagne de recrutement de police et qui a été obligée de mettre un coup d'arrêt à un moment parce qu'ils se sont rendus compte que près d'un quart des candidats étaient déjà membres de cartels. Donc, on venait en France, effectivement, comme vous le disiez, déjà dans une situation sud-américaine et déjà dans un cadre où on voit des ministres européens qui sont obligés de vivre cachés parce qu'ils sont menacés par les narcotrafiquants. Donc, il faut vraiment prendre le problème à bras-le-corps et y lutter. Et lutter contre, mais il faut lutter dans sa globalité. Il y a aussi le problème des consommateurs, il y a aussi le problème financier derrière. C'est tout un panel de dispositifs à mettre en place simultanément. On ne pourra pas y répondre simplement avec une réponse répressive ou judiciaire. Il faudra y répondre aussi avec une prise en charge médicale et un dispositif financier. Alors je vous propose de passer au sujet suivant, si vous êtes d'accord. Le mémorial de la Shoah, des mains rouges taguées sur le mur des Justes à Paris. D'autres lieux ont été dégradés dans le même quartier. Le symbole des mains rouges avait été au cœur d'une polémique fin avril lorsque des étudiants de Sciences Po Paris avaient exhibé leurs paumes peintes en rouge devant l'école, comme un appel au cessez-le-feu dans la bande de Gaza, selon eux. Mais plusieurs voix s'étaient élevées pour dénoncer une allusion au lynchage de 2 soldats israéliens à Ramallah en 2000 par des Palestiniens. Aurélie Assouline, je ne sais pas si vous nous entendez. On a peut-être... Ah ben merveilleux, votre micro fonctionne, c'est extraordinaire. Alors, je rappelle que vous êtes élue LR dans le 17e arrondissement, présidente du collectif du 7 octobre. D'abord, que représente le mur des Justes, peut-être pour faire un petit point historique, et que symbolisent ces mains rouges? Alors, le mur des Justes, c'est les noms de ce qu'on appelle les Justes, de toutes les personnes qui ont sauvé des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y a 4000 noms sur ce mur, donc ce sont 4000 personnes qui sont de réels résistants, qui ont résisté pendant la Seconde Guerre mondiale et qui ont sauvé l'humanité et ce qu'on a envie d'être.
C'est donc pour ça que c'est absolument scandaleux que ces mains rouges aient été taguées. Ce qu'elles représentent, vous l'avez très bien dit, hein, c'est les deux jeunes hommes, enfin c'est les jeunes hommes qui sortaient de leur fenêtre à Ramallah avec les mains ensanglantées des deux soldats qu'ils avaient décapités à l'instant, au milieu d'une espèce de liesse populaire qui se déchaînait. C'est effectivement scandaleux que les élèves de Sciences Po et toute Urgence Palestine qui les avaient rejoints aient utilisé ce symbole, qui est un mélange nauséabond entre une tentative de récupération du mot génocide, de ce symbole-là. Enfin, il y a tout un tas de choses qui se passent là sur les écoles qui sont et sur les universités qui sont scandaleuses, y compris ces espèces de zones vitales qui sont instaurées sous format de blocage. Ouais. Alors la France insoumise, Fabrice Hakoun a fait son fer de lance, le conflit israélo-palestinien, parce que c'est clairement le centre de cette polémique, qui est au cœur de la campagne, avec une prise de position ferme concernant le Hamas, qu'il refuse de considérer comme un groupe terroriste. Ils encouragent également ces soulèvements à Sciences Po. Fabrice Hakoun, considérez-vous, comme Raphaël Enthoven, entre autres, que la France insoumise est devenue le premier parti antisémite de France, ou comme Éric Nolot, que Jean-Luc Mélenchon est aujourd'hui le principal danger en France? Oui, bien sûr, il s'est complètement exclu et de lui-même de l'arc républicain. Très honnêtement, je ne comprends même pas comment cet homme qui se dit être la République, quand même, et qui, on l'a vu avec la crise en Nouvelle-Calédonie, prône pour la désintégration de la République, alors qu'on rappelle quand même que la première devise, c'est la République, la France est une et indivisible, la République est une et indivisible. Donc, oui, bien sûr, il s'exclut complètement de l'arc républicain, il est clairement antisémite. Il considère, et c'est ce qui me choque le plus, c'est qu'il considère en fait que c'est un argument électoral. Donc il essentialise, pour moi c'est la pire forme de racisme, parce qu'on se focalise sur l'antisémitisme de Jean-Luc Mélenchon et de la France insoumise, mais j'aimerais bien qu'on parle de son racisme plus globalement, parce qu'en réalité les vraies formes de racisme, c'est précisément d'essentialiser des populations et de considérer qu'elles pensent toutes de la même manière et que donc c'est les attirer, c'est les séduire que d'être antisémites. Et ça, c'est absolument scandaleux. Et je ne comprends pas d'ailleurs que plus de gens, en particulier ceux issus d'immigration, ne s'élèvent contre cette position de Jean-Luc Mélenchon qui est à proprement parler, stigmatisante, et d'abord stigmatisante pour eux. Quant aux mains rouges sur ce mur-là, je ne suis pas étonné en fait. Je ne suis pas étonné, c'est un symbole très très fort. Si on l'analyse bien, c'est le mur des justes. Ça n'est pas n'importe quel endroit. C'est pas un endroit où on parlait des victimes de la Shoah. C'est bien un endroit où on cite les noms de ceux qui ont sauvé des Juifs, ceux qui se sont solidarisés des Juifs contre les nazis. Et donc, s'attaquer à eux, c'est précisément s'attaquer à cette France qui, aujourd'hui, se solidarise des Juifs. Jocelyn de Signy, qu'est-ce que ça symbolise, tout ça? Est-ce qu'on a une idée, d'ailleurs, des auteurs qui ont fait ça? Alors, à ma connaissance, nous, on n'a pas de connaissance des auteurs. On peut légitimement se poser la question à quelle obédience ils répondent et y trouver quelques réponses dans les propos qui viennent d'être tenus. Moi, j'aurais tout d'abord une pensée pour Henri et Solange Ardourel, pour lesquels j'étais, donc qui font partie des Justes de France, pour lesquels j'étais à une commémoration le 8 mai, qui ont sauvé un enfant juif. Et il faut rappeler ce que c'est que le mur des Justes. C'est un couple de crémiers qui a sauvé un enfant juif de la déportation, d'une rafle. Et c'est sur ce mur, c'est sur des noms comme ceux de Monsieur Ardourel et de Madame Ardourel-Né-Bourguignon, qu'aujourd'hui, certaines personnes se permettent de salir. Et je pense que c'est la pire preuve de l'antisémitisme qu'on puisse avoir dans notre pays. Il y a effectivement, on le voit dans les manifestations, auxquelles d'ailleurs participent un grand nombre d'élus et de députés, la France insoumise, une montée de l'antisémitisme de plus en plus dure. Sur le conflit israélo-palestinien, tout simplement, un seul point, on a un État qui fait face à une organisation terroriste. C'est pas autre chose. C'est pas Israël contre la Palestine. C'est Israël contre le Hamas. Et il faut aujourd'hui une solidarité pleine et entière avec le gouvernement et le peuple israélien pour lutter contre ces terroristes dont on a vu qu'ils sont capables des pires exactions le 7 octobre dernier avec le plus gros pogrom que la Terre ait connu depuis la Deuxième Guerre mondiale. Jordan Florentin. Oui, je partage tout ce qu'il vient d'être dit et je pourrais rajouter peut-être en conclusion morale, c'est qu'en fait,
Les justes aujourd'hui sont ceux qui aident en fait les Juifs de France à se défendre contre ceux qui se veulent aujourd'hui les porte-parole du Hamas juste chez nous. Cette guerre, moi je le dis, je le répète encore une fois, c'est une guerre de civilisation. Israël est notre porte-voix de l'Occident au Moyen-Orient contre le Hamas, contre tout ce que l'État islamique peut faire de pire partout dans le monde, jusqu'à massacrer des femmes pendant des concerts, jusqu'à venir utiliser encore ce symbole des mains rouges dans les facs parisiennes avec des gosses qui ne comprennent absolument rien à ce conflit, qui n'y connaissent rien. J'en veux pour preuve le clown qui est Louis Boyard, qui s'est vu humilié, mis à mal par François-Xavier Bellamy, et je pense que Aurélie Assouline sera d'accord avec moi sur le courage qu'a eu François-Xavier Bellamy d'aller dire leur cas de vérité à ces jeunes étudiants qui instrumentalisent ce conflit tout simplement pour faire avancer en fait le projet islamique mondial, et de le faire avancer en France et en premier lieu contre les Juifs, parce que le projet il est évidemment antisémite. Donc je crois vraiment qu'il faut aujourd'hui se féliciter qu'il y ait encore des justes, des mouvements politiques qui aujourd'hui protègent, défendent les Juifs de France, qui se voient menacés jusque sur nos terres par une importation de conflit, toujours par les mêmes, par les Rima Hassan, les Jean-Luc Mélenchon, les bandits de panneaux, qui sont responsables de ce climat aujourd'hui antisioniste et antisémite. Aurélie Assouline, pour conclure, quels sont les principaux ennemis de la communauté juive en France aujourd'hui ? Mais clairement, LFI. Ah oui. Clairement, LFI. Je redis tout ce qui vient d'être dit, mais sous couvert d'antisionisme, qui est le nouvel habit de l'antisémitisme, et ce n'est absolument plus approuvé. Et la preuve en est, c'est ce mur des justes avec les mains rouges dessus. Hein, ça ne peut pas être autre chose que de l'antisémitisme. C'est ce qu'ils ont poussé à faire à Sciences Po. Quand vous voyez leur propagande de campagne avec la terre d'Israël, incluant la Cisjordanie et la bande de Gaza, avec un drapeau palestinien du Jourdain à la mer, ça appelle clairement à l'inverse de ce qui est reproché à tort à Israël, qui mène une guerre très difficile dans des tunnels et pour la libération d'otages qui sont protégés par le droit international. Ils appellent à contrario au génocide de la terre d'Israël, à un pseudo-retour sur toute la terre d'Israël, donc à annihiler complètement la reconnaissance de cet État. Bien, merci beaucoup. Alors, je suis navrée, on devait aborder aussi le sujet de la fin de vie, mais on n'a pas le temps. C'est la fin de l'émission, en tout cas. Oui, c'est la fin de l'émission. Je vous propose d'en reparler une autre fois. En tout cas, merci à tous d'avoir accepté cette table ronde. Aurélie Assouline, élue LR dans le 17e arrondissement de Paris, présidente du collectif du 7 octobre. Fabrice Hakoun, essayiste, auteur de Rallumons les lumières pour sortir la France de l'obscurité et entrepreneur du numérique. Jocelyn de Signy, député du Rassemblement national de la 5e circonscription de l'Aisne, et Jordan Florentin, journaliste à Boulevard Voltaire. Merci à tous pour cette table ronde.